Le 19 avril 1986. Le corps commence à avoir beaucoup de preuves. Une preuve, pour le corps, c'est comme un bébé qui a la preuve qu'on respire sur la terre. C'est, italique, une évidence qui fonctionne. Il a la preuve d'une autre puissance, P majuscule, supérieure à la mort ou qui annule la mort, supérieure à la vie, entre guillemets, et aux lois de la vie. C'est la même chose. La loi de la vie, c'est la mort. Il a la preuve de l'illusion mensongère de toutes les sensations d'avant, signes, symptômes et douleurs. Ça peut faire mal, mais c'est quand même un mensonge. Il a la preuve de l'existence d'un camp de concentration humain, entre guillemets, physique et collectif, gardé par des forces illusoires et cruelles. Ces preuves sont déjà un commencement de sortie ou de trouée pratique dans les barbelés du camp. Seulement, il ne sait pas la dernière minute ni le dernier pas. C'est-à-dire qu'il a la connaissance et l'expérience pratique du spell dont parlait Sri Aurobindo, et on ne peut pas connaître, entre guillemets, ça sans vivre pratiquement ce qui contrecarre ou annule ça, sinon on serait foudroyé, tout simplement. Le fait de vivre ça, c'est justement ce qui constitue le commencement de dénouement de la magie. C'est comme d'avoir la preuve que l'anaconda ne tue pas. Il faut y toucher. Si l'on n'a pas ce qu'il faut, entre guillemets, il vous tue très bien. Et ce qu'il faut, c'est toi. C'est toi la réalité. Voilà bientôt 4 ans que le corps apprend la même leçon, couche par couche. Il faut découper l'anaconda couche par couche. Soir. Aujourd'hui et depuis quelque temps, c'était tout à fait insensé et impossible, entre guillemets, dans la matière cérébrale. Et pourtant, c'était en lettres capitales. C'est en lettres capitales. Le corps n'a pas bronché une seconde. Il savait, en italique. Conclusion. Alors, personne ne pourra faire une religion du supramental, comme ils ont tous fait avec les dieux du mental, parce qu'il faudra d'abord aller faire la preuve de l'anaconda. À bon entendeur, salut. Vision. 20 avril 1986. Cette nuit 19-20, j'ai vu quelque chose qui a certainement un sens très précis, mais je ne sais pas lequel. Généralement, on comprend après, sur le fait. C'est encore un de ces hiéroglyphes égypto-cotagiriens, point d'exclamation entre parenthèses, de la nouvelle conscience. Une image qui vous prévient ou vous montre une situation ou une opération en cours. Et cela s'adresse toujours à la conscience matérielle. J'étais dans une cuisine qui, entre guillemets, qui ressemblait à la nôtre ici, sauf qu'au lieu de carrelage vert, c'était un carrelage blanc. D'un côté, il y avait un rebord, long rebord, en carrelage blanc, une sorte de table scellée dans le mur sur laquelle on pose les objets de cuisine. Et parallèlement à ce rebord, il y avait un autre rebord sur lequel j'étais assis. Donc, 2 rebords séparés par un trou ou une faille. Apparemment, j'avais les pieds qui pendaient dans le trou ou dans la faille, mais je ne voyais pas le fond. J'étais donc assis sur l'un des rebords et je cherchais comment poser mes mains sur le rebord en face afin de basculer de l'autre côté. Je cherchais un bon endroit où je pourrais solidement agripper mes mains. La distance ou la faille qui séparait les 2 rebords n'était pas très grande, mais juste suffisante pour la longueur de mes bras, plus la taille qui devait basculer de l'autre côté. Je devais pencher tout mon corps et le laisser basculer en avant jusqu'à ce que mes bras tendus attrapent solidement l'autre rebord. Et pourtant, une partie de mon corps, la base, fesses et jambes, devait rester assise sur le premier rebord. En quelque sorte, mon corps devait faire une sorte de pont entre les 2 rebords.
J'avais la sensation que c'était un peu difficile et qu'il fallait surtout trouver un bon appui pour poser mes mains de l'autre côté sans glisser dans le trou. Voilà tout. Cette cuisine, entre guillemets, a l'air d'être un lieu d'opération, parce que je m'y suis déjà vue une fois en train de faire bouillir du plomb, point d'exclamation entre parenthèses, et il en sortait une galette. C'est peut-être la cuisine du Nouveau Monde, point d'exclamation entre parenthèses. Midi. L'opération a l'air de se concentrer de plus en plus dans la matière cérébrale. C'est difficile. C'est peut-être là qu'est le nid de la bête. Mais ce qui me surprend chaque fois, c'est cette espèce de certitude ou de confiance ou de connaissance qu'il y a au fond du corps, au fond des cellules, en dépit de ces vagues de plomb denses qui traversent et traversent presque inexorablement, et des névralgies qui tirent et de la bête qui semble comme un chaudron. Soir. Une invasion de puissance solide comme du diamant, mais c'est de l'énergie. Ce que serait le diamant pur transformé en son équivalent d'énergie. Et continue. On se sent tout près de quelque chose. On sent que c'est mère, la grande mère, l'énergie éternelle ou de l'éternel, devant laquelle pas un souffle de mort ne peut tenir. C'est fou, dans un corps. Si ça se manifestait, qu'est-ce qui se passerait dans le monde? C'est vraiment la pureté automatique. Oui, il faut être vraiment bien agrippé des deux bords. C'est peut-être ma vision de 1973 qui commence à se réaliser. Note de bas de page, vision du 3 décembre 1973, voir carnet 1. Vision de Luc, 24 avril. Nuit dernière, vu cet après-midi en train de travailler au milieu de beaucoup de papiers, je l'aidais à les ranger, et au beau milieu, un fin livre, hardbound, plus large que haut, en or. À l'intérieur, que des paroles de mère, merveilleusement présentées, avec beaucoup d'espace sur chaque page, et doublement raised in gold letters. Chaque page était différente, c'était une combinaison de mots et dessins, comme une langue universelle. Est-ce que par hasard, il a vu mes, entre guillemets, hiéroglyphes égypto-cotagériens? Est-ce le PS au testament de mère? Conversation avec Sujata. Évidemment, je n'ai pas envie de parler. Il faut que je me force un peu. Je suis vraiment ailleurs, enfin. Il y a quelque chose que j'ai vu ou compris assez clairement il y a quelques jours, probablement au moment où l'on opérait Pierre, Sujata, c'est-à-dire hier, avant-hier, je ne sais pas quand on l'a opéré exactement, mais enfin c'était avant-hier. Tout d'un coup j'ai vu clair, comme quand tu es dans une situation, tu comprends, la vision claire, objective, qui n'est pas réfléchie ni cherchée, c'était clair. Bon, d'abord, dès sa première opération, c'était en février, je crois, on a dit que l'opération s'était bien passée, mais moi, je n'ai pas cessé d'être inquiet. Je n'ai pas cessé de sentir que ce n'était pas fini. Sujata. Vous l'aviez dit d'ailleurs. Ce n'était pas fin janvier plutôt? C'était fin février, je crois. Enfin, je n'ai pas cessé de sentir que ce n'était pas fini. Les choses physiques sont simplement la traduction d'une situation intérieure. Pourquoi est-on malade? Pourquoi? Il y a des raisons tout à fait logiques extérieurement, mais enfin, ce ne sont pas les vraies raisons. Et avant même qu'il soit hospitalisé cette fois-ci, j'ai écrit à Jacqueline parce que je m'inquiétais à son sujet. Je sentais que ça n'allait pas. Et puis avant même de recevoir le télégramme, je te l'ai raconté, je l'ai vu une nuit et j'ai essayé de le soulager, de l'aider, d'aider. Bon, enfin cela c'est secondaire.
Maintenant, on reçoit le télégramme que l'opération s'est bien passée. Bon, mais je reste avec le même point d'interrogation. Il y a des causes intérieures à tout cela. Évidemment, il y a quelque chose en Pierre qui a envie d'être condamné à mort. Pour dire les choses d'une façon un peu... toutes ces façons mentales de s'exprimer sont très limitées parce qu'elles sont brutales, elles manquent de nuances. Mais enfin, il y a quelque chose en Pierre qui est comme cela. Je vois très bien le tableau intérieur. Je n'ai pas envie de développer. Mais enfin, s'il y a un ennemi numéro 1 au travail qui se fait, c'est la mort, M majuscule. La mort, c'est notre ennemi. C'est le plus grand mensonge. Bon. La douleur, c'est le deuxième grand mensonge qui est la cause de la mort. Le chagrin, la tristesse, etc., la pitié du monde, ce sont encore d'autres grands mensonges. Et l'on tombe dans le piège, on se crucifie, on se gigouille, on va zigouiller d'autres personnes, n'est-ce pas? Mais cela ne résout rien. La révolte. Il faut être révolté, c'est entendu. Mais il faut que la révolte aille encore beaucoup plus profondément que ces gens ne le sont. Ils ne sont pas assez révoltés. Il faut aller profondément et puis déraciner la mort, déraciner la crucifixion, et déraciner la douleur, et déraciner la souffrance. Il faut déraciner tout ce mensonge. Ça, c'est du boulot, hein? Il faut du courage pour ça. Et il faut être drôlement révolté. Bon. Je connais tout le tableau. Voilà 40 ans que je le connais. 43 ans. Alors ça, c'est la cause numéro 1, n'est-ce pas, pour Pierre? Catherine se révolte avec raison, mais sa révolte n'est pas encore assez révoltée, n'est-ce pas? La mitraillette, c'est très facile. La mitraillette, c'est tombé exactement du côté de l'ennemi. Voilà, il est ravi, l'ennemi. Il vous a eu, l'ennemi. Il faut aller le déraciner à d'autres profondeurs. Enfin, c'est le problème pour Pierre. Est-ce qu'il veut déraciner ça ou non? C'est plus commode d'être condamné à mort, c'est plus facile. Silence. C'est très difficile d'intervenir sur le destin des êtres, n'est-ce pas? Moi, c'est quelque chose que je ne fais, je peux dire presque jamais. Chacun doit assumer son destin. Et en fait, tant que ça ne jaillit pas du dedans, tout ce qu'on peut dire extérieurement est d'une valeur quasi nulle. Sujata. Cela peut avoir un effet, dans le sens que peut-être cette intervention extérieure, comme vous dites, d'un coup touche quelque chose dedans, n'est-ce pas? Et voilà, ça a fait le clic. Oh, c'est possible. Enfin, dans la mesure où je peux dire ce que j'ai vu clairement, je peux le dire, ils en feront ce qu'ils voudront. Évidemment, cette ferme, c'était quelque chose de très bien. Et j'ai senti que c'était très bien pendant toute cette période où, quand il est sorti de cet endroit infâme, n'est-ce pas? C'était une période intermédiaire, utile, rafraîchissante, si je puis dire, où il fallait un peu s'éloigner de ce monde infâme. Bon, alors cette ferme, c'était une très bonne solution. Mais les solutions, elles vont pendant un temps, et puis après, il faut progresser. Si l'on ne progresse pas, on se condamne à mort, justement. Et c'est très difficile de progresser. Les gens ne savent pas ce que c'est que le progrès. Alors, ce qu'il m'a semblé voir clairement au moment où Pierre était hospitalisé, et je n'en savais rien, sauf que j'avais vu la nuit, je l'avais vu la nuit et que je me rendais compte que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé la situation comme cela, mais cette ferme, c'est un lieu en vase clos. Sujata. Un lieu en vase clos, en circuit fermé. Bon, on élève des lapins et encore des lapins et encore des lapins, mais c'est un monde qui est fermé. Et c'est très bien. Cela peut être très bien pour certaines personnes, quand on est déjà très 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 évolué. Alors on peut être dans une solitude. Mais le progrès se fait plus facilement au contact, au choc des circonstances extérieures. Et là, les circonstances extérieures, c'est un monde fermé. Alors voilà ce que je me suis dit tout d'un coup. Mais est-ce que Pierre et Catherine ne devraient pas aller à Auroville? Voilà la pensée qui m'est venue. Auroville,
C'est un panier de crabes, n'est-ce pas? C'est un... Enfin, on connaît bien la situation. Mais dans cet énorme panier de crabes, il y a quelques éléments sincères et véridiques. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a une poignée. Une petite poignée, mais il y en a. Alors, d'une certaine façon, grâce à ces quelques-uns-là, c'est un monde quand même ouvert. Alors, est-ce que les capacités pratiques de Pierre et les capacités pratiques de Catherine ne pourraient pas un peu s'épanouir là-bas en même temps, avec ces quelques-uns qui comprennent? Même les autres, qui sont tout à fait négatifs, pourront aussi leur apprendre quelque chose, n'est-ce pas? On apprend par le positif et par le négatif. Est-ce que ce ne serait pas un milieu dans lequel ils pourraient progresser? Ce serait un circuit ouvert. Voilà la question que je me suis posée. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là pour eux. Mais bien entendu, ce serait à deux conditions, hein. C'est que, pas question d'ici, le chemin est fermé, en italique, il n'y a pas de communication avec personne. J'ai besoin d'une solitude physique complète. Il faut que je fasse ce travail, il faut que j'aille, je ne sais pas où, mais il faut que les choses se fassent. Pour cela, j'ai besoin de solitude physique. Et même les communications. Il faut que je fasse le boulot, n'est-ce pas? Je ne peux pas en même temps faire le boulot et en même temps être trempé dans le monde d'Auroville et compagnie. Ce n'est pas possible. Ça me rend malade d'abord immédiatement. Et ensuite, s'ils allaient à Auroville, il faudrait bien entendu que personne ne sache qu'on est là. Ça, personne ne doit savoir. Autrement, tout de suite, ce sera la marée qui monterait et mon travail serait détruit. Pas mon, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon travail. Mais le travail serait empoisonné instantanément. Il faudrait ficher le camp, ailleurs se cacher. Bon. Alors ça, il faut qu'ils comprennent. Alors pratiquement, comment faire pour aller à Auroville? Je n'en sais rien, je ne connais pas les conditions. Micheline pourra les renseigner, probablement leur dire comment procéder. Oui, mais étant donné les conditions de Pierre, n'est-ce pas? Je veux dire, il ne peut pas sortir du pays sans conditions. Ah, ça, je ne sais pas quelle est la situation maintenant. Je ne connais pas la situation maintenant. Et pour aller à Auroville, ça va demander des mois pour obtenir des permissions du gouvernement et tout cela. Tu sais comment sont les choses en Inde. Ça va prendre des mois. Mais si cette suggestion leur agrée, leur dit quelque chose ou fait clic, comme tu dis, ils peuvent mettre en route la mécanique, n'est-ce pas? Et c'est par Micheline qu'ils pourront savoir comment procéder, parce que je suis retirée en lettres capitales. Je ne vois plus personne, je n'écris plus, je suis retirée. Ça, c'est à comprendre. Bon. Enfin, ils peuvent contacter Micheline et voir si cette solution leur dit quelque chose, n'est-ce pas? Répond en eux à quelque chose. C'est ça la chose essentielle. C'est que ça réponde à quelque chose en eux. Si ça ne répond pas, ils peuvent continuer à faire un certain progrès aussi dans leur ferme. C'est possible. Sujata. C'est à eux de comprendre. C'est à eux de comprendre. J'ai seulement eu une espèce de sensation claire, en pensant à Catherine, peut-être plus qu'à Pierre, mais les deux, que c'était un monde trop fermé, trop fermé. Fermé sur soi. Mais naturellement, à Auroville, il y a tous les transfuges de l'ashram, il y a une bande, il y a des centaines de gens, je dois dire, qui sont complètement, qui me haïssent cordialement, mais qui n'en diront pas un mot, qui n'oseront pas le dire, n'est-ce pas? Sujata rit bien. Peut-être qu'ils oseront dire maintenant. Ah, maintenant ils oseront peut-être dire. Et puis juste 5, 6 qui comprennent un petit peu et qui sont sincères. Alors, Chatprem, ce n'est pas une référence à Auroville. Rire. Il vaut mieux ne pas en parler. Hélas, l'ashram a tout noyauté soigneusement. Mais enfin, dans ce monde grouillant d'Auroville, il y a du pire, mais il y a aussi des éléments très bons. Et bien avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Je pense à Pierre et à Catherine. Pierre, il est capable de créer, pas d'écrire, ce n'est pas ça son boulot. Il écrit très bien, mais ce n'est pas ça son boulot. Son boulot, c'est de créer, c'est de toucher la matière et de faire quelque chose avec ses mains, le bois. Et Catherine, elle a aussi un métier.
Elle aura des quantités d'occasions de servir, d'aider, que ce soit avec des enfants ou que ce soit... Ils trouveront leur chemin. Oui, elle a beaucoup de capacités. Et ils trouveront quelques personnes de vraie valeur, n'est-ce pas, au milieu de tous ces crabes. Et enfin, ce sera un monde ouvert. Voilà ce que j'ai senti. Maintenant, ce n'est nullement une vision de là-haut, c'est simplement une espèce de logique claire. Donc il n'y a rien d'impérieux, c'est simplement une suggestion, un avis, une possibilité que je mets devant eux. Le reste, ça les regarde. Ça les regarde, je veux dire, ils comprendront mieux que moi. C'est ça, ils comprendront mieux que moi leurs propres nécessités. Oui, mais il faut que Pierre lutte. Il refuse en lettres capitales. Ça, c'est quelque chose, probablement, qui lui a été mis dans les cellules et dans la conscience par le christianisme de mon père. Il faut qu'il lutte contre cette douleur, contre la douleur. C'est un mensonge en lettres capitales. La crucifixion est un mensonge. C'est la beauté et la joie et la lumière et le corps glorieux qui doivent triompher, pas la souffrance. Et à tous les étages, la souffrance est un mensonge. Qu'elle soit physique, qu'elle soit sentimentale, à tous les étages, c'est un mensonge. En lettres capitales, la vérité, c'est la joie. On n'y est pas encore, mais on y va. Voilà tout. « 26 avril 1986. L'impression d'être comme une bombe qui n'éclate pas. Un état massif. Le cœur tire, mais le corps n'écoute pas. Soir. Sans rien savoir, ma douce a fait un curieux petit dessin ce soir. Elle l'a intitulé « Une goutte ». Sujata tombe sur cette histoire de Sherlock Holmes et du professeur tchèque qui avait trouvé une méthode de rajeunissement avec les glandes du singe. Extrait de The Creeping Man vers 1892. D'autres trouveront peut-être un meilleur moyen. Il y a là un danger, un vrai grand danger pour l'humanité. Imaginez, Watson, que le matérialiste, le sensuel, le mondain prolongent tous leurs existences sans valeur. Le spirituel ne pourrait rien faire d'autre que de passer dans quelque au-delà. Ce serait la survivance du moins capable. Quelle sorte de cloaque notre pauvre monde ne deviendrait-il pas? Même Sherlock Holmes comprenait mieux que nos technocrates et nos prix Nobel thérésiaques. Timbre émis pour le jour des enfants, anniversaire de Nehru. Et sur le timbre, on voit une écolière devant un ordinateur. On ne dit plus aux enfants « vous avez un trésor en vous ». On leur dit « vous avez une machine qui résoudra tout ». 27 avril 1986. C'est tout à fait suppliciant. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que ça n'en finit pas d'augmenter de densité. Ou bien est-ce parce que la couche est plus dure, la résistance plus grande? Tchernobyl. 29 avril 1986. Maintenant, le processus est clair. C'est une puissance immortelle. Et lentement, lentement, c'est la mort qui éclate. Partout, partout, couche par couche, atome par atome. Ceux qui étaient recouverts se découvrent peu à peu. Reste ce dernier pas. 30 avril 1986. S'il s'agissait de quitter le vieux pour entrer dans le nouveau, ce serait si facile. Mais c'est cette constante douleur de devenir le nouveau dans le vieux. Et c'est comme cela jusqu'au dernier atome. Alors tous les pères sont là, et tous les grands-pères, et tout le monde est là à faire le siège,
C'est comme s'il fallait convertir toute l'humanité en soi. Toutes les manières de négation sont là, depuis les plus dorées jusqu'aux plus bourbeuses. Et ils vous disent gentiment, on est tous morts à cause de ça. J'ai vu ça cette nuit. Tous les ancêtres étaient là, alignés en rang serré, comme des sardines dans une boîte. PS, il y avait juste une place vide pour moi. Mère disait bien, c'est sans fin la bataille.